j'ai fait un truc qui était impossible parce que je ne savais pas que c'était impossible. Et je me suis rendu compte de la suite de cette phrase dont on ne cite jamais. C'est pas parce que j'ai fait un truc impossible et je me suis rendu compte que c'était impossible, que c'était possible, que les autres me croient. Donc maintenant, il faut que j'arrive à expliquer aux autres que je ne suis pas juste un fou dans un coin qui... je suis ni rouge, ni bleu, ni quoi que ce soit. Que ce que j'ai mis en place, en fait, si je viens devant vous en parler et je sors de ma zone de confort, effectivement, c'est juste parce que je vois chez moi des équipes qui sont dans un état extraordinaire. Une entreprise qui est une des plus performantes de son secteur malgré tout ce que j'ai pu mettre en place. Et que j'ai envie d'expliquer qu'on peut faire autrement en rendant les gens heureux. Et c'est ce qu'on va tenter de faire. Alors l'école LDLC, c'est une idée que j'ai eue il y a très longtemps, et puis après j'ai eu en 2005 au départ, mais on n'avait pas les moyens de la mettre en place. En plus, c'était une année compliquée pour LDLC cette année-là. L'idée que j'avais derrière tout ça, c'est que j'étais plein d'idées sans arrêt, que j'ai une façon de gérer l'entreprise qui est un peu différente du standard, et que j'ai pas aimé l'école personnellement. Et donc je voulais créer l'école post-bac que j'aurais aimé faire et qui m'aurait permis d'être comme je suis aujourd'hui. Et du coup, bah oui, l'idée c'était de réunir des étudiants pendant 3 ans, post-bac, juste un niveau bac, et de leur apprendre à gérer une entreprise en sachant gérer tous les métiers sans en être des experts, c'est-à-dire que dans l'école, on va leur apprendre le marketing, l'informatique, être un bon commercial, développer un projet, tout ça avec quelques cours théoriques, et pour qu'ils sortent de cette école avec un maximum d'inspiration. C'est une sorte de bachelor en 3 ans, sauf que c'est complètement différent du mode standard d'école, c'est-à-dire qu'on le fait par passion, on apprend parce qu'on doit faire et on n'apprend pas parce qu'on doit bachoter. Et petit détail, on ne recrute personne à la fin, puisque mon idée était qu'ils deviennent tous entrepreneurs. Et d'ailleurs, quand ils partent, je leur dis à tous, je vous rappelle la règle de base, l'élève est là pour dépasser le maître. L'idée qui était là pour moi, c'était d'essaimer ensuite des entrepreneurs ou des intrapreneurs qui soient multitâches et qui soient de super chefs de projet ou de super créateurs d'entreprise, parce qu'ils ont ce mindset à écouter tout le monde, en sachant qu'ils sont experts nulle part, mais en étant capables de parler avec tout le monde. Et aujourd'hui, 25% d'entre eux ont créé leur boîte, plus de 60% sont dans des entreprises parce qu'il n'y en a pas autant qui créent leur boîte parce qu'ils sont tous recrutés en fin de stage. Et d'ailleurs, quand ils la créent, c'est souvent 2 ou 3 ans après leur premier boulot. Et puis il y en a qui continuent leurs études, qui font un master parce que ça n'est qu'un bachelor. Et donc ils veulent un diplôme un peu plus haut. Pour cette idée-là, en fait, c'est le livre de David Lynch, Ce qui nous motive vraiment, que j'ai lu. Et j'ai fermé le livre et je me suis dit, il faut que je vire toutes les primes dans la boîte. Je me suis renseigné un peu sur Internet, sur les boîtes. J'ai parlé avec des gens qui avaient des boîtes qui avaient plus de primes pour savoir si ça fonctionnait chez eux. Et je suis parti donc de cette idée, il faut virer toutes les primes. Je l'ai fait en 2 temps, parce qu'on a parlé des commerciaux, mais en réalité, je l'ai fait en 2 temps. J'ai fait une première année, tout le monde, sauf les commerciaux. Alors quand j'ai dit virer les primes, c'était pas enlever du salaire, hein, c'était intégrer dans le salaire. Parce que pour les commerciaux, c'était compliqué. Et je suis revenu l'année d'après, parce que l'année d'après, les commerciaux n'étaient pas contents de leur plan. Ils étaient en train de le redéfinir. Ils s'étaient programmé 5 réunions dessus. Donc je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'inviter dans vos réunions? Donc ils ont travaillé pendant 5 semaines sur leurs 3 plans qui se sont proposés à voter à la fin. Et à la fin, je leur ai dit, attendez, est-ce que moi j'ai le droit de vous en proposer un 4e? Oui, bien sûr, Laurent. Alors le mien, il est très simple, il n'y a plus de prime. Et là, c'était très amusant pour moi, parce qu'en fait, je me suis cru au pôle Nord pendant à peu près 5 secondes, parce qu'il ne bougeait plus. Jusqu'à ce qu'on ait un qui prenne la parole et qui me dit « Mais Laurent, on est des commerciaux ». Et j'ai passé 2 séances de plus finalement à leur expliquer toutes les raisons qui me poussaient à leur dire « On va travailler sans prime ». Et dans ces raisons, il y en a plein. Alors, il y a dont une principale qui est la considération du client. Je dis, à partir du moment où vous n'avez plus la prime, vous allez dire la vérité au client. Et je vais vous demander de dire la vérité au client. Parce qu'il y a une question qu'on m'a posée forcément tout de suite après, c'est « Et du coup, les objectifs ?» Il n'y en a plus. Alors, il m'a encore regardé en mode « Comment ça, il n'y en a plus ?» Bah oui, il n'y a plus d'objectifs. C'est comme la boîte. Et on va faire quoi s'il n'y a pas d'objectif? Comme tout le monde, en fait. Je vous rappelle que tous vos collègues dans la boîte, leur seul objectif, c'est que la boîte grandisse. Ils n'ont pas besoin d'une prime pour que ça arrive.
Le gars qui fait vos colis parce que vous avez fait une super affaire, il est content de les faire, il est content de voir la boîte grandir. Et il n'y a pas de prime à la fin parce qu'il a fait votre super affaire. L'année, et en plus ça tombait bien, c'était une année comme ça, c'est arrivé 3 fois dans la vie d'LDLC, l'année où on perd de l'argent et que vous avez eu des super primes et certains des super bonus parce que vous avez atteint votre chiffre et que vous avez fait 3 bonnes affaires, tous les autres, on a fait des gels de salaire sur les hauts salaires, on a augmenté les autres que de 1%. Et il y en a chez vous qui sont passés à travers tout ça, c'est pas juste. Et en fait, voilà, je suis rentré sur tout ce qui différenciait finalement un commercial des autres qui étaient aussi motivés qu'eux, qui étaient aussi volontaristes qu'eux, mais qui n'avaient pas besoin d'être payés à la super affaire. Et donc, je leur ai dit, moi, la seule chose qui est importante, voilà, c'est qu'on surperforme le marché. Ce sera ça, notre indicateur. C'est en fin d'année, on regarde ce qu'a fait le marché, on regarde ce qu'on a fait. Si on était en dessous, on a été mauvais. Si on était au-dessus, on a été bon. Je vous demande juste d'être au-dessus. Et on verra ensuite les trucs. Et si on a été bon, on verra. Et quand il y a des bonnes affaires, il me disait, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a des bonnes affaires, on fait un repas entre collègues, on va fêter ça ensemble, on fait une belle fête. On événementise les réussites. Voilà, il n'y a plus de tout ça. Et ça crée une vraie relation qui a vraiment tout changé et qui a même aidé pour le sujet suivant. Puisqu'ils peuvent se passer les affaires entre eux sans se dire c'est lui qui a fait l'affaire, c'est lui qui a conclu, c'est lui qui a machin, la prime elle est à un tel ou à un tel. Non, la prime elle est à personne. Tout le monde a envie de conclure les affaires et tout le monde est payé. Et la prime qu'il y a, en réalité, elle existe quand même, c'est la participation et elle est partagée par toute l'entreprise et pas seulement par le commercial qui réussit. L'année où tout se passe bien, tout le monde en a une. L'année où ça se passe mal, personne n'en a. Mais depuis qu'on a mis tout ça en place, tout va plutôt bien. Et j'ai eu une petite surprise sur les marges parce qu'effectivement, dans leur calcul de prime, il y avait la marge qui est rentrée en compte. Et je m'étais dit, ça c'est un risque que tu prends, c'est que la marge descende, puisqu'ils n'en ont plus rien à faire quelque part. Et elle a pris 2 points. Et en fait, on pense toujours à l'envers parce qu'on a toujours peur, mais j'ai compris ce que j'avais fait après. C'est que quand vous discutez avec un commercial, il a peur de perdre l'affaire. Parce qu'il a son calcul de prime derrière. Quand vous lui dites, il n'y a plus d'objectif, et que vous lui dites, on a des marges minimum à respecter dans l'entreprise, et que le client n'est plus une affaire rentable, il ne prend pas. Et le client qui est en train de bluffer en face, il ne peut plus bluffer. Et du coup, les marges, elles remontent. Parce que la petite négociation qui donnait la force au client, elle tombe du côté du commercial. Et mes marges ont pris 2 points. Si j'avais créé ou repris une boîte qui avait 1000 personnes, je serais parti en courant. Parce que je ne m'en serais jamais senti capable au départ. Donc on pourrait se dire pourquoi avoir une boîte qui en a 1000 finalement un jour. Parce qu'en fait, un entrepreneur, il a juste envie de grandir tout le temps. Tant qu'il peut faire, il fait, il avance. Et ce que je dis régulièrement aux équipes maintenant, c'est on rachètera un jour Amazon. Ça n'arrivera probablement pas, mais c'est juste pour dire en fait l'objectif est très loin. Dans l'histoire, vous pouvez trouver un article il y a 15 ans à peu près où j'avais dit aux journalistes on rachètera un jour la Fnac. Je dis plus ça parce que peut-être que ce serait possible, donc c'est pas marrant de dire ça. Il faut que ça reste impossible. C'est pour ça que je suis passé sur Amazon, c'est assez loin pour que théoriquement ça ne soit pas possible. Et en fait l'ambition c'est toujours d'aller plus loin pour un entrepreneur et de s'éclater surtout en le faisant. Parce que ça fait partie du lot. Donc la croissance, elle vient là parce qu'on s'amuse. Après, quand il y a de l'hyper-croissance, il y a des moments où j'ai ralenti la boîte. Quand on a fait des années à x3, on aurait peut-être pu faire x4 ou x5. Et je me rappelle, il y a des startups qui m'appelaient, on a un truc, c'est génial, grâce à nous, vous allez booster le chiffre d'affaires. J'ai dit, je suis à x3, le TGV il est sur le point de dérailler les rails. Là. Si je rajoute votre truc dans le moteur, je ne suis pas sûr que je vais rester sur les rails. Donc je suis désolé, mais rappelez-moi l'année prochaine quand je serai à x1,5. Mais là, pour le moment, on ne va pas le faire parce qu'il faut aussi arriver à contrôler l'entreprise et pas partir trop vite et pas se perdre en route. Mais la vraie motivation d'un entrepreneur, c'est d'aller le plus loin possible et puis on verra bien. Et puis si à un moment on ne se sent pas capable, peut-être qu'on arrêtera, mais finalement, plus on avance, plus on se rend compte qu'on peut aller plus loin parce qu'il y a les gens autour de nous. Donc c'est vraiment de l'opportunité, c'est des moments, c'est des envies à des moments de grandir, des gens qui se rejoignent sur des idées, c'est du au jour le jour presque. Moi, je pense que ce qui me fait avancer, je vous disais le livre de David Lynch, mais un petit peu tout ce que j'ai mis en place, c'est des lectures, c'est écouter la radio, écouter les news, écouter un peu tout ce qui se passe dans le monde. Et puis à des moments, en rejoignant un petit peu tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on lit, on se dit, tiens, ça je vais y aller, ou ça je vais réagir comme ça. Une anecdote que j'ai racontée sur LinkedIn, c'est il y a quelques années, j'ai décidé de me payer 1 euro par mois.
Et cette idée, elle était toute con. Elle venait de quand j'avais 10 ans, j'avais lu que Walt Disney se payait $1 par mois. Il y avait des dividendes extraordinaires à côté, c'est ce qui lui permettait de vivre. Et je m'étais dit, le jour où tu pourras ne vivre que des dividendes de ta boîte, tu feras ça. Donc je me suis payé €1 par mois. Puis 2 mois plus tard, j'ai lu un livre qui parlait d'Amazon et qui expliquait un petit peu toute la stratégie derrière. Et je me suis dit, il faut qu'on investisse à fond là, on va être en retard. Donc il y avait des dividendes, on va les virer. On va taper dans le chiffre, donc ta prime annuelle qui était censée te payer aussi, elle saute, parce qu'il y avait encore une prime à l'époque. Et donc là, tu viens de t'annoncer à tout le monde que tu te payes €1 par mois, et tu vas vraiment te payer €1 par mois. Et j'ai tenu 18 mois. Et au bout de 18 mois, quand j'ai vidé tous mes comptes, quand j'ai sorti mes assurances vie, quand j'ai tout, j'avais plus rien, j'ai dit, ouais, je vais me repayer, j'ai pas le choix. Je me suis même repayé 3 mois en arrière, parce que j'y arrivais plus. Donc c'était une mauvaise idée, qui n'a pas été forcément une mauvaise idée pour tout le monde, parce que quand j'avais sacrifié mon salaire, en fait, je n'avais pas fait un gain pour la boîte, je l'avais redistribué aux salariés, et j'avais doublé les augmentations cette année-là, en reversant mon salaire aux équipes. Il y a eu 3 phases. Il y a eu une première phase, les 10 premières années, de 1996 à 2005, où en fait on était une joyeuse start-up, un peu comme toi. Ouais, 300, mais c'est un peu comme toi. On se prenait pas la tête, il y avait pas de salle de réunion dans les bâtiments, il y avait un management mais qui se parlait, c'était totalement horizontal, on se posait pas de questions en fait, on avançait, chacun gérait ses trucs et chacun se faisait confiance et s'avançait tout seul. Et en fait, ce qui s'est passé en 2005, c'est qu'on a déménagé l'entrepôt logistique, ça avait été géré par les équipes logistiques et ça a été une catastrophe, ça a failli couler la boîte. Le prestataire qui avait été choisi a foiré aussi de son côté, c'est un peu ce qui a tout fait foirer. Et on a failli du coup vraiment couler. C'était un vrai mur qu'on s'est pris. Et d'ailleurs, le 14 juillet 2005, je me rappelle de cette date, j'avais dit à mon frère, si les rues du commerce appellent, je leur propose pour la boîte pour €1 et pour qu'ils la sauvent parce que moi je sais plus quoi faire. Eux m'ont dit plus tard, parce que j'aurais raconté, mais pourquoi t'as pas appelé Laurent Et on en est sorti, sans doute parce que justement on avait les mains dans le cambouis, que j'étais codeur, Olivier aussi, et qu'on s'est battu jour et nuit pour s'en sortir. Mais derrière on s'est dit, ça a été sympa d'être une petite start-up qui est un petit peu inconsciente, on va aller recruter des gens capés. Donc on est sorti, on a lancé des annonces pour recruter des gens qui avaient de l'expérience, qui avaient X années d'expérience dans les métiers, on a donc capé la boîte. Et là on est passé d'une boîte quasiment horizontale à une boîte quasiment verticale. Hyper hiérarchisée, contrôle de l'information, enfin tous les trucs d'une boîte très hiérarchique. Et ça a duré à peu près 10 ans aussi. Et ça a marché, hein, on a continué à faire de la croissance, ça allait bien, c'était pas ma boîte, mais ça allait bien. Et j'ai réalisé ça parce qu'il y a 5 ans à peu près, j'ai lu un livre qui s'appelle, et je lis beaucoup, Le patron qui voulait plus être chef, d'Alexandre Gérard, qui était président de la boîte Chronoflex, qui avait libéré, il avait fait l'entreprise libérée. Et au-delà de l'entreprise libérée, dont je vous expliquerai ce que j'en ai retenu, je suis sorti de ce bouquin en me disant, mais c'est pas ta boîte que tu gères. Tu vas plus au boulot en te faisant plaisir comme avant. C'est la boîte de 2005 qui était géniale. Donc, ok, il y a eu une merde en 2005 parce qu'on n'a pas été capable d'eux, mais si on avait fait 1 ou 2 petits contrôles de plus sans tout changer, on aurait sans doute évité le pire. Et donc, tu dois retrouver ta boîte d'avant. Notre priorité, ça devient notre qualité de vie au travail. Et parce qu'on sera heureux au travail, eh bien, on sera performant derrière. Mais ce sera la conséquence de ça. Et donc, non, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de codir, il n'y a plus rien. Le codir, il se passe au café avec les gens qui ont besoin de se voir. L'unité de direction et autres, c'est les gens se parlent. Quand ils ont besoin de se voir, ils se parlent. Par rapport au sujet d'après, on m'a dit, est-ce que tu as supprimé, limité les pauses café, les pauses cigarettes, les trucs comme ça? Mais non, surtout pas, c'est des micro-réunions avec une... Enfin, c'est le seul endroit où les gens se croisent quand ils se voient jamais, parce qu'ils se voient à un endroit, ils parlent entre eux, et il naît des idées là-dedans. Alors, ils parlent 3 minutes de vacances, mais en réalité, c'est tout des micro-réunions, ces moments-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et les idées, elles émergent de partout. Si c'est des petites idées, j'ai pas besoin d'être au courant et ça se passe très bien parce que la com c'est dans les deux sens. Hein. C'est moi je vous transmets pas tout, mais vous n'êtes pas obligé de tout me dire. Hein. Alors on fait un métier très standard. On vend des ordinateurs.
Donc l'innovation dans ce métier-là, il n'y en a pas forcément. Après, c'est plus justement, c'est toujours, si j'ai un rôle, c'est vraiment ce côté innovation, là, les idées qui vont venir des équipes, les idées que je vais avoir. Et moi, je vais toujours être en rupture. C'est-à-dire que souvent, c'est le jour où j'ai décidé de développer des boutiques. Pixmania a fermé toutes ses boutiques, Virgin coulait en France. Planète Saturne se débarrassait de son truc et donnait tout au boulanger. C'était pas du tout la mode du commerce. Et moi, là, j'avais un comité de direction à l'époque. Je suis arrivé devant eux, j'aurais dit, on va ouvrir des boutiques. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Laurent, tu lis les journaux? C'est tout sauf le moment d'ouvrir des boutiques. C'est Internet qui va tout prendre. Et j'ai dit, mais ouvrez les yeux. Internet, si ça prend 30 ou 40% du marché, ce sera le grand maximum. On aura tous, en tant qu'humains, envie d'aller faire nos courses. Moi, alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais ceux de certains âges comprennent très bien ce que je veux dire. Quand j'étais jeune, on me disait que plus tard, je mangerais des pilules qui seraient super bien pour moi. J'aurais plus besoin de faire tout un repas, il y aurait tout dans la pilule, je serais tout en pleine forme. Bon, c'est le côté un peu caricatural du truc, mais il y en a qui y croyaient. On n'a jamais aussi bien bouffé qu'aujourd'hui. Donc, entre ce qu'on projette et la réalité, se dire on va tout faire sur Internet, on va vivre dans le métaverse devant, et pourtant j'en vous vendrai sûrement du métaverse dans quelques années, mais j'y crois pas que ça va cartonner autant qu'on nous le dit. On reste humain à un moment, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il fallait aller dans le retail. Parce qu'en restant sur Internet, j'allais avoir que 30-40% de part de marché. Aujourd'hui, Christophe vous le dira, ça marche. Des points de vente, on en a. On a prévu d'en ouvrir encore au moins le double de ce qu'on a. Et c'est même aujourd'hui un de nos plus grands axes de développement parce qu'en fait, Internet, on en est presque à la limite en réalité. D'ailleurs, depuis que le Covid s'est arrêté, Internet a régressé en France et pas que chez nous. Hein. Le retail Internet a régressé de 12% sur le premier trimestre, ce qui n'était jamais arrivé. Et donc, moi, dans l'innovation, on me dit souvent, mais tu as innové sur plein de choses. Non, j'ai pas innové, j'ai écouté. Le vendeur LDLC aujourd'hui, c'est juste le vendeur Fnac d'autrefois qui s'est perdu en route. J'ai pas innové, j'ai juste repris un truc qui existait. J'ai pas le sentiment d'innover, j'ai juste le sentiment d'écouter et de rester humain. Et c'est comme ça qu'on innove. Très souvent, en fait, je vais arriver en mode vision. D'ailleurs, le projet dont on va parler, c'est un marché comme ça. C'est-à-dire que j'arrive avec une idée, j'ai travaillé l'idée, je suis à peu près sûr que ça marche, mais j'ai pas tout regardé. En gros, j'ai construit le bâtiment, il est beau, magnifique, et puis, dit faites-le maintenant. C'est à peu près ça. Et puis là, ils viennent vers moi et me disent là, le truc, le beau poteau, la belle arche que tu as mis, elle est inconstructible, donc on va la changer. Ok, on va s'adapter. Et les équipes vont faire, et à partir de là, elles vont faire tout ce qu'il y a à faire pour que le projet puisse se lancer le mieux possible. On est par exemple en train de travailler sur un projet de reprise d'occasion des PC portables. J'ai lancé le projet, et bien maintenant, il faut calculer comment on va les reprendre, etc. Tout ça, c'est eux qui gèrent, moi je ne gère plus. Très souvent d'ailleurs, dans la façon de gérer l'équipe, les gens avec qui je travaille en direct, je leur ai toujours dit la même chose, c'est voilà ta mission, maintenant tu as les clés du camion, tu gères le projet, et moi je te vois, mieux je me porte. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est un peu caricatural, et je me reprends d'ailleurs tout de suite après en leur disant d'ailleurs, mais s'il y a un problème, dans les 3 minutes, tu es dans mon bureau. T'attends pas une réunion, un machin, un truc, tu viens me voir tout de suite. Et inversement, si tu as des belles choses à me raconter, tu viens aussi me les raconter. Et puis on se croisera de temps en temps au café pour parler d'autres choses. Et voilà un peu comment ça marche en fait, la gestion d'un projet chez LDLC. C'est vraiment de la confiance aux équipes et puis après ça avance. Et les équipes s'organisent entre elles, se fédèrent entre elles. Il faut savoir qu'il y a très peu de direction chez nous, parce que j'ai pas tout pris de l'entreprise libérée, mais j'ai quand même fait des choses. J'ai pas viré mes directeurs, ceux qui sont partis, je les ai pas remplacés. Si bien qu'aujourd'hui, chez LDLC, il n'y a plus de directeur commercial, il n'y a plus de directeur marketing, il n'y a plus de DRH, il n'y a pas de directeur logistique. J'en oublie peut-être un ou deux, mais par contre, si je prends les RH par exemple, j'ai 3 sites, j'ai 3 RH. Si je prends la logistique, il y a 2 sites, il y a 2 responsables logistiques. Le commercial, j'ai 6 équipes commerciales avec un manager par équipe. Alors, la semaine de 4 jours, c'est venu dans toute cette volonté de qualité de vie au travail. Et c'est venu sur le côté, pareil, je parle toujours de lecture, mais là c'était juste un article. J'ouvre le PC, je mets Internet, je tombe, je ne sais plus sur quel truc, sur un article sur Microsoft qui dit Microsoft a testé la semaine de 4 jours au Japon en août 2019, en offrant le vendredi à ses équipes et en leur promettant que si ça continuait, ils y réfléchiraient. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 40% de performance en plus. Ok, ils n'ont pas continué, hein, c'est la première chose que j'ai vérifiée. Mais en fait, cet article, il a planté une graine dans ma tête. Parce que les 4 jours, c'est un sujet que je n'avais jamais pensé. Et je me suis dit, mais et si nous, on travaillait 4 jours, est-ce que ce serait faisable? Est-ce que potentiellement, on pourrait le faire?
Du coup, j'ai tapé 4 jours sur Internet, j'ai vu que c'était testé en Suède, que l'Islande était en train de tester à l'époque, que la Nouvelle-Zélande aussi avait des entreprises et qu'il y avait aussi des boîtes qui se développaient là-dessus, que la ministre nouvelle-zélandaise commence à en parler. Et je me suis dit, bon, ok, imaginons, et toujours dans ce fameux mode projet que j'ai, imaginons que demain tu le mettes en place. C'est quoi les conséquences? Alors forcément, conséquences planning, parce que on gère aujourd'hui 35 heures, pas forcément sur 5 jours, des semaines à 6, des semaines à 4, des trucs donc ça, il va falloir faire des plannings. Okay. Ensuite, si je ramène ça sur 4 jours, ça fait 35 heures sur 4 jours, 8h45 par jour. Mes équipes ont 33 ans de moyenne d'âge, il y a énormément d'enfants un peu partout, donc des gestions scolaires. Je me suis dit, ça passera jamais, si j'arrive comme ça, ils ne vont pas en vouloir. Donc on passera aux 32 heures. Forcément, ça amène une autre question. Ok, je les passe en 32 heures, je fais quoi des salaires? Je veux qu'ils acceptent, donc faut que j'accepte de laisser les salaires au même salaire. Donc je ne bouge pas les salaires. Et donc à partir du moment où je ne bouge pas les salaires, combien ça coûte? Et là je me dis, et c'est des vraies démarches, je vous le raconte en vrai. Bon, ça a duré un petit peu plus de temps que là je vous le fais, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Je me dis, bon, le vendredi après-midi dans les bureaux, s'ils bossent la moitié du temps, c'est maximum. Donc, sur 3 heures de temps du vendredi après-midi qui me manque, j'en ai perdu qu'1 heure et demie. Donc, il me reste 1 heure et demie dans les bureaux et entre le temps qui passe à surfer, préparer les vacances, faire leurs cours sur Amazon et autres trucs, à défaut de chez nous, je devrais pouvoir trouver l'heure et demie qui manque dans les bureaux. Ça ne devrait pas me coûter trop cher dans les bureaux. Par contre, la relation client qui est ouverte sur des temps horaires, la logistique où c'est un métier pénible, les boutiques, pareil, qui est des temps horaires, là, ça ne marchera pas. Donc je pense que là, il faudra que je recrute. Et je chiffre que ça me coûtera 5% de ma masse salariale, soit à peu près 1,5 million d'euros. Et on vient de sortir l'année d'avant un EBITDA de 10 millions et on sait qu'on fait une année qui sera bonne. Donc je me dis, bon écoute, tu perds 1,5 million sur ton EBITDA. Bon, c'est pas dramatique, tu peux le faire, donc tu vas y aller. Je pourrais avoir un autre raisonnement, puisqu'on est en bourse, je pourrais me dire, tu perds 10% de valeur, enfin 15% de valeur sur ta valeur boursière, parce que c'est un quota d'EBITDA. Mais ça, je m'en fous, en fait. Tant pis pour les actionnaires. Bon, bref. Et puis, dans la base du calcul, j'ai quand même calculé pour moi mon risque maximum. C'est-à-dire que je me dis, tu perds 1,5 million, mais je me dis, le 1,5 million, c'est si vraiment ça se passe en mode, il n'y a aucun gain pour la boîte. Et je suis sûr qu'il y en aura, mais je ne suis pas capable de dire quoi. Donc je verrai. Et donc là, je me fais un petit plaisir de patron. Donc je décide ça en décembre 2019, les NAO sont en mars 2020, et donc de décembre 2019 à mars 2020, j'en parle à personne. Et je vais attendre même 3 mois de plus, parce que mars 2020, le Covid arrive, et donc les NAO auront lieu en juin 2020. Et on fait les NAO, on négocie les augmentations annuelles, enfin des NAO complètement normales, on boucle les NAO, tout le monde est d'accord, je leur demande s'il n'y a plus de questions, plus de sujets, ok, il n'y a plus de questions, plus de sujets, je fais un petit call à Steve Jobs par One More Thing, moi j'ai un truc à vous demander. Personne n'est au courant, même pas les RH. Et je leur dis, j'aimerais qu'on signe un accord 4 jours 32 heures si vous êtes d'accord. Alors je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'un responsable CGT a avalé son chewing-gum. J'ai eu 2 questions en instantané, une fois qu'ils ont digéré la demande. La première était, on teste combien de temps? Et je leur ai répondu, ça n'est pas un test, c'est définitif, sauf si vous me suppliez de revenir en arrière, ce qui n'arrivera sans doute pas. Et la deuxième question, c'était les salaires, et je leur ai confirmé qu'il n'y aurait aucun impact sur les salaires, et d'ailleurs qu'on venait faire des NAO normales, donc ça n'avait même pas commencé. Et donc on est parti sur le projet, et quand je vous dis que je suis en mode architecte, globalement sur le sujet, j'avais réfléchi à le mettre en place, mais le côté juridique qui était derrière, je ne m'y étais pas intéressé du tout. Donc on a bossé 6 mois avec les organisations syndicales, le CSE et les RH, et les juristes, sur la mise en place, comment on pouvait mettre ça en place dans la boîte. Alors quand je dis on, c'est pas vrai, j'y étais pas. Ils ont travaillé dessus. En même temps, en parallèle, les équipes ont travaillé sur les plannings que ça pourrait faire, tout en précisant que j'ai fait une petite erreur quand j'ai mis ça en mode je l'annonce comme ça sans l'avoir dit à personne, parce que je peux vous assurer que quand les NAO sont terminés, que les gens sont sortis de la salle, c'est parti comme dans toute la boîte en quelques minutes. Et que les managers, forfait jour, les gens qui bossent à fond sont stressés un maximum. Il y en a qui sont venus dans mon bureau en me disant « Laurent, ça ne me concerne pas ».
5 jours, j'y arrive pas. En 4 jours, c'est même pas la peine de m'en parler. Des managers qui sont venus me voir en me disant « Mais Laurent, si tu mets ça en place le jour où je serai pas là, ils en foutront pas une. » Ça, j'avais répondu tout de suite du tac au tac. Tu sais, quand tu es en vacances, ils bossent. Et puis, une énorme peur sur la gestion des plannings, la gestion des projets, etc. Comment on va arriver à se voir s'il y a toujours un gars qui est absent. Parce qu'évidemment, travailler 4 jours, ça voulait aussi dire on est un gros groupe, on ne peut pas fermer le vendredi comme avait fait Microsoft. Ça veut dire que la boîte, elle travaille totalement normalement. C'est-à-dire que les bureaux sont ouverts 5 jours sur 5, les boutiques sont ouvertes 6 jours sur 7. La relation client est ouverte 6 jours sur 7. Donc, il faut que de l'extérieur, et comme je l'ai expliqué, qu'un client qui soit interne ou externe ne se rende pas compte qu'on travaille que 4 jours. Et donc, ils ont travaillé sur tout ça. Sur la mise en place technique, c'était pas si compliqué au final. Globalement, aujourd'hui, le temps plein chez LDLC, c'est 32 heures. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des binômes par équipe, où en fait, ils alternent semaine paire le jour qu'ils voulaient, soit le vendredi ou autre, semaine impaire un autre jour pour équilibrer la semaine et nous permettre à nous de fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe 1 an et demi plus tard? 1 an et demi plus tard, j'ai une boîte qui est absolument géniale. Ce que je ne vous ai pas dit dans tout ça, c'est les chiffres qui sont derrière tout ça. C'est que j'avais prévu de dépenser 1,5 million d'euros. Aujourd'hui, je ne sais pas, il faut chiffrer ce que je gagne, mais je peux vous garantir que je gagne de l'argent. Ça ne m'a rien coûté. Je n'ai recruté personne. Les gens font en 32 heures et 4 jours le travail qu'ils faisaient en 35 heures et 5 jours. Je peux même vous dire qu'ils en font plus, avec la banane en fin de semaine, sans être fatigués, sans stress. Tout ce que vous entendez partout, le stress au travail, la charge mentale, la grande démission, qu'est-ce qu'il y a encore comme sujet, les difficultés de recrutement, tout ce que vous entendez d'anxiogène sur le travail, ça n'existe plus du tout chez nous. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça vous rend heureux. Que moi, qui pensais juste rajouter de la qualité de vie au travail en faisant ça, j'ai pas rajouté de la qualité de vie au travail, j'ai changé la vie des gens. Alors pourquoi d'ailleurs ça coûte pas si cher? Parce qu'en fait, quand vous payez bien les gens qui se sentent bien dans votre boîte et que tout va bien, vous avez besoin de moins de personnes pour les encadrer. Et donc vous ne payez pas les encadrants et donc vous payez mieux les gens qui sont en dessous. Et à la fin, ça ne coûte pas plus cher à la boîte. Donc voilà aujourd'hui le modèle de LDLC. Ça paraît impressionnant, ça paraît contre-intuitif, ça interpelle dans le cerveau, c'est pas possible. Comme je vous disais, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et maintenant, nous on ne comprend toujours pas pourquoi c'est pas impossible. Mais voilà l'histoire et voilà pourquoi je suis sorti de cette zone de confort et que maintenant je viens parler à l'extérieur et que je viens tenter de convaincre 1 ou 2 personnes inspirées qu'il faut tester parce que on ne peut comprendre que quand on a testé, je n'ai pas imaginé le quart des retours que j'aurais au moment où j'ai mis la mesure en place. En 2018, LDLC, c'était 1014 collaborateurs et un chiffre de 490 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est aux 4 jours 32 heures. LDLC, ça a été cette année avec une légère décroissance due au fait que l'année Covid nous avait fait du chiffre en plus. C'est 685 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est 1060 collaborateurs. C'est soit 40% d'augmentation de chiffre d'affaires et 5% d'augmentation des collaborateurs et 9% d'heures en moins. Ça marche et ça fait du bien.